Comme vous le savez, je veux toujours mettre la science en avant derrière les podcasts. Puis dernièrement, j'ai continué de faire ça, bien évidemment, mais je trouvais que je parlais moins de la sphère numéro un, qui est la sphère de l'entraînement. Puis je me demandais pourquoi. Je me disais, hey, c'est vrai que ça fait longtemps que tu sais, j'ai pas fait. Avant, je faisais beaucoup tu sais, sur l'échec, sur la surcharge progressive, ces affaires-là. Puis je me disais, hey, il me semble dernièrement, j'en fais moins définitivement, vu que je fais une formation psycho, je pense plus à ça. Je vais parler de ça, mais je me disais quand même, hey, il me semble que j'en parle moins. Puis j'ai comme réalisé que c'est quand même simple prendre la masse. Puis je trouvais que j'avais déjà couvert les bases, surtout l'épisode numéro 88 où je donne tous les points liés avec une prise de masse. Tu sais, c'est comme un coup que tu vas à l'échec ou très très proche de l'échec, tu augmentes tes charges à toutes les semaines ou tes reps, tu manges assez de protéines, puis tu manages bien ton volume pour qu'il y ait trop de fatigue. Sérieux, là, les autres affaires, c'est des petits détails qui vont faire une différence, oui, mais vraiment pas beaucoup. Fait que je dirais que j'avais déjà comme couvert les bases. Fait que je pense pour ça que ça. Je voyais les affaires passer, mais je me disais, hey, c'est comme. Je parlerai pas de ça, soit parce que c'est ben trop minime comme différence, ou bien parce que je n'ai déjà parlé. Mais je me suis dit, hey, il faudrait peut-être que tu zoomes in un peu plus, parce qu'il y a quand même des trucs que les gens se posent comme question. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de zoomer in un peu plus à la place d'être trop zoomé out. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de c'est quoi le meilleur split d'entraînement. Est-ce que c'est full body? Est-ce que c'est un split? Fait quelle est la différence entre un full body et un split au niveau de la prise de masse musculaire et de la force? C'est ce qu'on va regarder ensemble. On va, comme à l'habitude, regarder ça avec la science, parce qu'il y a une nouvelle méta-analyse qui a regardé la différence entre les full body et les splits plus normales, bro split, upper, lower, ces affaires-là, au niveau de la prise de masse et de la force. Avant de commencer à rentrer dans la méta-analyse, j'aimerais ça qu'on parle le même langage, c'est bien important pour moi. Donc, j'aimerais ça mettre les bases sur c'est quoi qui stimule une prise de masse. Comme j'ai dit tantôt, j'ai fait un podcast sur le sujet, épisode numéro 88, qui dure 45 minutes. Donc ici, je vais y aller très rapidement, mais je vais juste survoler les bases pour une prise de masse musculaire. Donc, numéro un, qu'est-ce qui stimule une prise de masse musculaire? Eh bien, c'est le niveau de tension mécanique. Et c'est juste ça, rien que ça, que ça, juste ça, que ça, rien que ça, que ça. On peut-tu faire une chanson avec ça? Il n'y a rien que ça qui stimule ta prise de masse. OK? Il n'y a pas d'affaire de ça se déchire, puis là, ça se. Non, c'est pas de même ça marche. Il n'y a pas d'affaire de ça brûle, il y a des métabolites. Non, c'est pas de même ça marche. Une affaire, une seule et unique niveau de tension mécanique. Qu'est-ce qui est. C'est quoi ça? Parce que c'est un langage scientifique, tension mécanique. C'est le niveau de force que tes fibres vont générer eux-mêmes. Donc, c'est les fibres, quand ils se raccourcissent, plus ils génèrent un haut niveau de force. Ce haut niveau de force-là, on va appeler ça de la tension mécanique. Donc, c'est ça qui stimule la cascade de prise de masse musculaire. Donc, si tu veux bâtir la masse musculaire, tu veux un haut niveau de tension mécanique. Donc, ça nous amène à la prochaine question. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui stimule un haut niveau de tension mécanique? Premièrement, il faut que ta fibre, là, elle se raccourcisse lentement. Fait que quand il y a une contraction musculaire, plus ça va être lent, la contraction, mais plus elle va générer un haut niveau de force. OK? Donc, on veut qu'il y ait un raccourcissement lent des fibres. Mais avant, il faut qu'elle soit activée. Si elle n'est pas activée, elle ne peut pas se raccourcir. Donc, étape 1, il faut que ta fibre soit activée. Étape 2, il faut qu'elle se raccourcisse lentement. Comment on fait ça? Comment tu actives tes fibres musculaires? Bien, premièrement, juste en faisant ton mouvement, tu vas en activer une partie. Mais ce que tu veux, c'est pas juste activer tes fibres musculaires, c'est activer les plus grosses, puis ceux qui ont le plus de potentiel de prendre la masse. Et comme ils sont recrutés en ordre de grandeur, donc c'est les plus petites jusqu'aux plus grosses, tu veux te rendre aux plus grosses. Fait que la prochaine question, c'est comment tu te rends aux plus grosses? Bien, c'est avec une intensité qui est élevée. Et par intensité qui est élevée, je veux dire aller à l'échec musculaire ou très proche, 1 à 2 répétitions en réserve de l'échec musculaire. De cette manière-là, ton intensité est tellement élevée que tu vas aller recruter la majorité de tes fibres musculaires. Donc, tu vas aller chercher tes dernières fibres qui sont les plus grosses et qui ont le plus de potentiel de prendre la masse musculaire. Un coup que ça c'est fait, le fait que tu sois rendu à l'échec, mais tu as un ralentissement involontaire de ta contraction. Tu ne le forces pas, ça se fait tout seul. Ça fait que tes fibres, justement, qui sont grosses, que tu viens de recruter, ils se raccourcissent lentement. Donc, ils génèrent un haut niveau de tension mécanique, ce qui stimule la cascade de la prise de masse. Et si tu augmentes tes charges
ou tes répétitions à toutes les semaines, tu t'assures de toujours maintenir ce même niveau de tension mécanique à toutes les semaines, ce qui fait que tu stimules toujours une prise de masse musculaire égale à tous les workouts. Donc, si tu veux gagner de la masse, intensité élevée, tu vas à l'échec ou très proche, a.k.a. 1 à 2 reps de l'échec, et tu progresses sur tes reps ou tes charges à tous les semaines. Si tu fais ça, tu vas prendre de la masse, tu peux en être bien sûr. Le reste, c'est des détails qui font une différence jusqu'à un certain point. Mais c'est pas. Compare quelqu'un qui fait les petits détails, mais qui n'est pas intense, puis qui ne va pas à l'échec, puis qui ne progresse pas toutes les semaines, tu vas voir que la masse musculaire n'est pas pareille. Versus quelqu'un que les petits détails, il ne fait pas top, mais il fait ces trois affaires-là, tu vas voir que la prise de masse est quand même très solide. Maintenant qu'on sait que c'est comme ça qu'on prend de la masse, là, on veut s'assurer d'avoir ce type de série-là dans nos plans d'entraînement. Mais est-ce que ça fait une différence comment notre journée d'entraînement est faite sur une prise de masse? Est-ce que ça fait une différence qu'on ait push-pull legs? Est-ce que ça fait une différence upper-lower? Chest, dos, bras ou full body? Y a-t-il une différence? Bien, c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, l'étude d'aujourd'hui, c'est quoi exactement? Bien, c'est une méta-analyse. Donc, pour ceux qui sont peut-être nouveaux dans le jargon science du podcast, une méta-analyse, c'est une étude de plein d'études. Puis comme on a vu dans le podcast sur les temps de repos, pas passer une méta-analyse que c'est nécessairement un consensus et que c'est vrai la conclusion de cette étude-là. Il faut que tu aies quand même fouillé dans les stats, fouillé dans les études pour voir est-ce que, oui, vraiment, la conclusion fait du sens. Pour les participants, on parle de 14 études qui ont été incluses dans la méta-analyse, donc 28 groupes, 14 groupes full body, 14 groupes split. Quand je dis split, là, imaginez-vous push-pull legs, upper-lower, chest-dos, bicep-triceps, dans ce style-là. Okay? Fait 14 groupes split, 14 groupes full body. On parle de 194 participants dans les splits, puis 198 dans les full body, pour un total de 392 participants. Et ça, on aime ça, parce que je vous le rappelle que dans la science de l'entraînement, le nombre de participants à les études, il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, quand on est capable d'avoir une méta-analyse qui regroupe plus de 392 personnes, bien, ça rend les stats un peu plus solides, quand même, qu'une étude de 12 personnes. Dans les participants, il y avait 2 études qui contenaient seulement des femmes, 11 avec des hommes, puis une seule qui incluait les 2 sexes. Dans les études, il y avait 3 études que c'était des études avec des gens non entraînés, donc des débutants, et 11 que c'était des gens entraînés. Donc, on est quand même majoritaire dans le nombre d'études que c'était des gens comme vous et moi qui s'entraînaient déjà. Ensuite, allons voir les méthodes de mesure. On parle souvent de limitations concernant les méthodes de mesure dans les études. Si ce n'est pas le premier podcast que tu écoutes, on est tout le temps en train de dire « Ouais, mais comment ils ont mesuré cette prise de masse musculaire-là? » Le gold standard pour la prise de masse musculaire étant un IRM. On va aller voir dans les études c'est quoi qui a été utilisé comme méthode de mesure. Pour la masse musculaire, parce que je vous rappelle qu'on va regarder masse musculaire et force, fait que pour la masse musculaire, on parle de 6 études avec une échographie, 3 études avec un DEXA-scan, 2 études avec des pinces et une étude avec de la bioimpédance. Donc, aucun IRM là-dedans. Donc, il n'y a aucune étude qui avait un gold standard. Déjà là, c'est une limitation. Ça veut-tu dire que la conclusion, c'est sûr qu'il y a de la merde et on ne peut pas s'en servir? Non. Mais ça reste quand même que c'est une petite limitation ici. Et ça serait cool que dans le futur, on voie des études avec un IRM dans ce style-là. Donc, la majorité des études, c'était une échographie. Puis ça, c'est la même chose que quand une femme est enceinte. C'est vraiment un genre de photo qu'on prend. C'est quand même bon, mais il y a quand même une marge d'erreur comparée au IRM. Ensuite, on a les pinces, il y a quand même une bonne marge d'erreur. On a le DEXA-scan, bonne marge d'erreur, somme toute. Ça ne se met pas au niveau d'un IRM. Puis un bioimpédance, bien, également une bonne marge d'erreur. Donc, c'est sûr que les méthodes de mesure ici représentent quand même une bonne limitation sur cette méta-analyse-là. Et au niveau de la force, bien, ça a été mesuré pour le haut du corps, bench press, puis pour le bas du corps, on avait des études, c'était du squat, on avait des études, c'était du leg press, donc ça varie entre ces exercices-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est la question que tout le monde se pose toujours, hein? Eh bien, au niveau de la masse musculaire, au niveau des échographies, okay, donc les photos, ce qui était quand même
la mesure la plus précise dans tout ce qu'on avait, point de vue masse musculaire. Là. Je vais tout vous les dire, mais si on commence par échographie, j'ai les stats devant moi, donc je vais vous dire les vraies stats. Là. Pour les triceps, spécifiquement, on parle d'une différence moyenne de 0,30 cm². Fait que je vous laisse penser à quel point ceci est une grosse différence. Pour les biceps, on parle de 0,17 cm² de différence. Et pour le vaste latéral, qui est un des vastes du quadriceps, on parle de moins 0,08 cm² de différence. Donc, pour tous ces... On avait 4 à 5 études par rapport aux échographies. Donc, quand je vous lis ça, 0,17, 0,30, moins 0,08, on peut se rendre à la conclusion que pour, en tout cas, les études d'échographie, ça ne change rien. Là. On s'entend? La différence entre les deux groupes, on parle de 0,17 cm². Il n'y en a pas de différence significative. Il n'y en a pas. Okay? Mettons qu'on continue, puis on va avec les études plus masse maigre. Okay? Donc, les pinces d'Exoscan bioimpédance. On parle d'une différence de 0,002. Puis on parle ici de 6 études. Encore une fois, là, il n'y en a pas de différence entre les deux groupes. Donc, au niveau de la masse musculaire, les résultats de cette méta-analyse-là, au niveau des stats, puis je vous les ai même dit, les stats, vous l'entendez bien, qu'il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas de différence entre full body ou split pour la masse musculaire. Encore là, comment la masse musculaire a été mesurée? Je le répète, ça a été mesuré pas avec un gold standard. Est-ce que ça fait que tous ces résultats-là, c'est de la boîte? Non. Parce que ça reste quand même que les deux groupes avaient la même outil de mesure. Puis là, ça en fait beaucoup des groupes. Puis ce que je trouve cool aussi, c'est qu'ils ont fait des tests, c'est qu'ils ont, mettons, il y avait 14 études, ils ont enlevé une étude, puis ils ont checké juste les 13, ça donnait quoi les stats. Puis là, ils ont fait ça pour chaque étude pour voir est-ce qu'il y a une étude qui a plus de poids qu'une autre. Si oui, ben tu sais, il faut la prendre en considération. Puis là, je ne connais pas tout comment ils font ça, là, mais il faut tempérer le poids, puis pla. Mais quand ils enlevaient une étude, ça ne changeait pas grand-chose. Okay? Donc, on peut quand même dire qu'avec la masse musculaire, un full body ou un split, ça ne change pas grand-chose. Pour la force maintenant, je vais vous dire les vrais stats encore une fois. Sur 14 études, bench press, 1,19 kg de différence, on parle de 2,5 livres. Encore là, ça c'est de moyenne. Là. C'est pas énorme. Puis pour le lower body, par exemple, c'est 2,47 kg, fait que 5,4 livres de différence de moyenne sur 14 études. À première vue, là, moi je me suis dit, il y a une différence pour la force. Mais pas vraiment. Mon but, c'est pas de rentrer dans un cours de stats, fait que j'irai juste pas là, mais sachez que selon l'intervalle de confiance qu'on appelle et la valeur en P, qui sont des données statistiques dans des recherches, ça tend quand même vers le fait que la différence qu'on voit de 5,4 livres ne serait pas attribuable à le split full body ou un split plus normal. Parce que ça serait probablement beaucoup plus attribuable à le nombre de répétitions. S'il y a des groupes c'était plus high rep, d'autres plus low rep, bien les plus low rep ont gagné plus de force. Évidemment, l'intensité qui a été mise, le type d'exercice, y a-t-il eu un progressive overload, etc. J'ai pas lu toutes les études dans la méta-analyse, donc je pourrais pas dire. Mais juste à la première vue, on dirait oui, il y a une différence, mais cette différence-là n'est pas attribuable au split quand on regarde comment que les stats ont été faits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Premièrement, ce que ça veut dire, c'est quand le volume est égal, ne pas oublier ça, s'il vous plaît. À volume égal, ça ne change rien. Qu'est-ce que tu fais comme split? Ça ne change rien au niveau de la force non plus, à la lumière de cette méta-analyse-là. OK? Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui influencent le gain de force, la prise de masse? Oui. Mais si on revient à ce que j'ai dit au début, là, le nombre de séries à l'échec, ces affaires-là, si tout est égal, c'est en bien que tu fasses un split push-pull legs ou un full body, tant que ton nombre de séries à l'échec par groupe musculaire est égal dans les deux cas, tu vas arriver au même outcome. Parce que tu fasses 2 séries à l'échec sur ton chest, puis après ça, tu t'en vas faire un leg extension, ou tu as fait 2 séries à l'échec sur un leg curl, puis après ça, tu t'en vas sur le leg extension, ça reste que ton leg extension il est placé à la même place, c'est le même nombre de séries à l'échec. Fait que ce qui est beaucoup plus important,
c'est ton nombre de séries à l'échec. Quand je dis séries à l'échec, vous pouvez garder en tête aussi que c'est très proche de l'échec. 0 à 2 répétitions en réserve. Ce qui peut faire une différence, c'est plus où ce que l'exercice est placé. Puis ça, je vais en venir avec comment appliquer ça dans vos vies à la fin. Dépendamment où l'exercice est placé, c'est là que ça va avoir une grosse différence. Si l'exercice est placé au début du workout, ça va être super bon parce qu'il va avoir plus de fibres musculaires activées. Versus s'il est placé à la fin, ça va être un petit peu moins optimal pour son développement vu qu'il y a un peu moins de fibres musculaires d'activées. Mais si tu regardes ton nombre de séries à l'échec, comme si on zoom out un peu, là, si tu regardes ton nombre de séries à l'échec dans ta semaine par groupe musculaire, comment tu places ces séries-là, dépendamment du split, ça semble, à la lumière des évidences qu'on a actuellement, ne rien changer. Parce que si tu y penses 2 secondes, le split, il amène rien de différent au niveau physiologique, parce que c'est là que ça se passe. Il n'y a pas de... Encore là, c'est vraiment du cas par cas. Puis comme j'ai dit tantôt, ça dépend où l'exercice est placé, mais c'est nitty-gritty, ça. Là. C'est des très petits détails qui font des très petites différences qu'à l'œil nu, on ne voit pas nécessairement. Fait que physiologiquement parlant, les choix de split ne changent pas grand-chose. C'est plus psychologiquement parlant, je trouve. Parce que, mettons, moi, tu me donnes juste des full body, ça se peut que je déteste ça. Je vais moins me donner. Si tu te donnes moins, l'intensité est moins là, tout ça va faire que je vais moins prendre de masse musculaire. Versus si je tripe sur un split puis je me donne plus, bien, ça va favoriser ma prise de masse musculaire. Donc, pour moi, la manière de décortiquer quel split choisir, je pense que c'est vraiment selon ce que tu aimes. Si tu aimes les full body, tu vois que c'est bien correct. Si tu n'aimes pas ça, ben, tu vois que c'est bien correct aussi. Si tu as envie d'intégrer une journée de full body dans ta semaine, mais le reste, c'est plus des splits, tu peux bien le faire aussi. C'est comme, il y a beaucoup de latitude. Je pense que c'est ça qui est cool avec cette étude-là. Cette méta-analyse-là qu'on peut voir, c'est que tu peux bien faire ce que tu veux tant que tu te pousses, puis tu progresses à toutes les semaines. Après ça, on peut venir jouer avec les petits détails ici et là, mais si on zoom out, là, le split, là, vas-y avec ta préférence. Bon, maintenant, c'est quoi les limitations? Parce qu'il y en a toujours, hein, puis c'est important d'apporter de la nuance dans un discours. Donc, c'est quoi les limitations? La première, je l'ai dit tantôt, c'est les méthodes de mesure des études incluses dans la méta-analyse. Il n'y a aucun gold standard. Il y en avait échographie déjà là, c'est pas pire, mais c'était pas les 14. C'était juste 6 de mémoire que j'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, 6 sur 14, il y avait quand même un solide truc pour la prise de masse. Ceci, pour moi, serait une petite limitation. Deuxième point, il y a certaines études là-dedans, 3 sur 11, c'est les débutants. Donc, est-ce que, tu sais, on s'entend, idéalement, il aurait fallu, pour nous, là, les gens qui s'entraînent, on aurait aimé ça, enlever ces 3 études-là, puis juste regarder les 11, puis faire une méta-analyse sur les 11 pour voir quel était le résultat. Donc, ça serait à explorer dans une future étude. Troisième erreur, c'est que les auteurs ont fait des petites erreurs au niveau statistique, et ça, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est quelqu'un qui est capable de bien analyser niveau statistique, pas mal meilleur que moi, qui a dig down, qui a analysé l'étude et qui a soulevé ces points-là. Donc, je trouvais ça important de vous les partager parce que j'y fais bien confiance à cette personne-là, c'est un chercheur, là, il s'appelle James Krieger. Je ne sais pas si je le dis comme du monde, mais bref. Fait que c'est ça. Il y a des petites erreurs statistiques qui ont été faites au niveau de l'étude. La première, puis encore là, c'est pas un cours de stats, fait que je ne rentrerai pas là-dedans, mais ça a l'air que quand, mettons, sur les 14 études, il y avait des études qui avaient très peu de participants, mais il faut que tu pondères, il faut que tu donnes plus de poids à certaines études que d'autres pour qu'au niveau stats, ça ne soit pas trop affecté. Ça, c'est un point qu'ils n'ont pas fait. Il y a aussi le point que les études qui ont des très petits nombres de participants, quand le résultat il est favorable, donc, ben oui, les full bodies sont meilleurs, ça va avoir tendance à être accepté pour être publié, mais quand on a un petit échantillon de personnes, puis que le résultat n'est pas favorable, donc, il n'y a aucune différence, eux, ils ne seront pas publiés. Ce qui fait qu'il y a genre plus d'études qui vont démontrer que oui, ça fonctionne, mais c'est juste que les autres n'ont genre pas été acceptés. Fait que, au niveau de cette méta-analyse-là, il y avait quelques études que l'échantillon était très petit, puis ils n'ont comme pas pondéré assez à la lumière de ce que le monsieur disait. Donc, ce serait une limitation également. Et la dernière, c'est qu'il y avait très peu de femmes. Donc, est-ce qu'on peut dire à 100% c'est pareil pour les femmes? Je crois que oui, là, physiologiquement parlant, mais ça reste que ça serait également cool d'avoir une méta-analyse sur autant de participantes femmes. Bon, maintenant, comment prendre la science du papier, de la méta-analyse, puis amener ça dans tes workouts, dans tes programmes, puis dans ta vie pour maximiser tes résultats? First, j'aimerais vous partager les avantages et les inconvénients. Pas parce que les full body est
les splits, on voit que ça revient au même résultat, qu'il n'y a pas d'avantage puis il n'y a pas d'inconvénient à un ou à l'autre. Je vais commencer par les inconvénients, puis là, je vais parler de full body. OK? Fait que, inconvénients pour les full body. Faut que tu sois vraiment, vraiment, vraiment précis sur ton choix d'exercice parce que tu as moins de latitude dans un full body parce que, exemple que tu as un 3 jours semaine, full body, tu peux moins jouer que mettons, tu n'as pas 3 exercices de chest dans cette journée-là. Fait qu'il faut vraiment que tu sois très sélectif. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une bonne compréhension de c'est quoi un bon exercice, je le place où, etc. Donc ça rend un petit inconvénient pour moi. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut que tu checkes l'ordre vraiment précisément de tes exercices parce que, comme j'ai dit tantôt, ça affecte ton niveau de recrutement de fibres musculaires. Fait un full body, on vient de le voir, c'est bon, mais mettons que tu veux rendre ça le plus optimal possible, il faut que tu connaisses tes shit en crise pour être sûr que tout est placé à la bonne place. Le choix de l'exercice est parfait et l'ordre est vraiment intéressant dans ta journée de full body. Les avantages, ben, je pense que si tu aimes ça, c'en est un, premier avantage. Deux, le fait qu'il va falloir que tu te concentres sur vraiment des exercices précis puis de progresser sur ces exercices-là, ça peut aider que tu mettes ton focus vraiment là-dessus puis que tu arrêtes de mettre 306 000 exercices de chest dans un workout. Là, quand tu n'en as rien qu'un puis tu te dis OK, là, il faut que je donne, il faut que je m'assure de progresser, bien, ça peut avoir un effet quand même bénéfice au bout de la ligne. Puis à cause de ça, je pense que pour bien des gens, ça serait une bonne option parce que ça amènerait cet esprit critique-là de ouais, il faut que je donne tout, il faut que je m'assure de progresser, il faut que je m'assure que je vais aller à l'échec. Versus quand tu as 5 exercices de chest, puis comme, ah non, j'en ai un après, puis ah non, moi, je trouve que ça pourrait être pertinent pour une bonne majorité des gens de passer par un full body pour arriver avec cet esprit critique-là. Mais au final, ça revient à quand même, est-ce que tu aimes les full body ou tu n'aimes pas ça? Si tu n'aimes pas ça, fais-les pas. Si tu aimes ça, fais-les. Ça revient à ça. Je vais vous donner un petit exemple. Je monte un petit programme devant moi de full body. C'est un exemple. Si je posais une question, tout ça pourrait changer. OK? Donc, ceci est un exemple basé sur personne que j'ai en tête. Fait que, mettons, tu t'entraînes 3 fois semaine, puis tu as 3 full body. Premier full body, ça pourrait être un chest press qui vise le chest, un leg press qui vise les quads, un lateral raise qui vise les épaules, un leg extension qui vise les quads et un dip machine qui vise les triceps. Donc ici, on pourrait appeler ça un full body push. Okay? Donc c'est chest, quads, épaules, triceps. Full body 2, lat pull down qui vise les lats, leg curl qui vise les ischios, reverse pec deck, upper back derrière l'épaule, RDL à la barbell, fait que Romanian deadlift avec une barre, ischio-fessier, puis bicep curl, prise neutre dumbbell, bicep. Donc, journée 2 full body, on pourrait appeler ça un full body pull, parce qu'on a lats, ischio, upper back, ischio-fessier, bicep. Et full body 3, on pourrait avoir un bench incline à la Smith pour le chest, hip thrust machine pour les glutes, T-bar row machine upper back, hack squat machine pour des quads encore et Smith machine overhead press pour des épaules. Donc là, on a pec, glutes, upper back, quads et épaules. Donc on a un plus grand mélange. Il n'y a pas vraiment de règles. Je suis vraiment allé comme, hey, je pense à ça, je vais le mettre de même, je vais le mettre de même. Mais comme je vous dis, à la seconde, j'aurais un micro d'informations sur vous autres. Tout ça pourrait ne faire aucun sens pour vous. Donc, je pense que si tu t'entraînes 3 fois semaine, tu peux bien faire un full body, même que ça pourrait être un avantage jusqu'à un certain point, parce que, mettons que tu veux mettre ton focus sur ton chest, puis tu mets quand même beaucoup de volume dans chaque jour, ben tu pourrais quand même, si tu laisses 2-3 jours entre tes workouts, tu pourrais quand même avoir peut-être un peu plus de fréquence dessus, fait qu'au bout de ta semaine, tu aurais un plus grand nombre de séries à l'échec sur ton groupe musculaire du chest. Donc, pour vrai, à 3 fois semaine, je pense que ça peut être intéressant. Quelqu'un qui s'entraîne 5 fois semaine, si tu as envie de faire un full body 5 fois semaine, OK, ça, comme si tu aimes ça, fine. Ce que je pense c'est le best à 5 fois semaine, exemple, Nick qui s'entraîne 5 fois, j'ai mis un full body. Je pense pas parce que tu peux mettre, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que tu peux mettre moins gros focus sur certains groupes musculaires qu'on veut vraiment débloquer, exemple un chest. Avec un full body, ça se fait, mais ça se fait qu'il faut vraiment t'oublier certains groupes musculaires. Fait que là, eux, le développement, il est moins optimal. C'est comme, pour moi, un full body, c'est peut-être moins pertinent dans ce cas-là quand on a vraiment de quoi de précis à travailler. Mais monsieur, madame, tout le monde, je veux gagner de la masse puis j'en ai rien à foutre, c'est quoi? Juste l'ensemble général de mon corps qui soit plus gros. Je pense qu'un full body peut être intéressant. Ou même quelqu'un qui s'entraîne
mettons 3, 4, 5 fois semaine, puis qui veut se mettre une journée full body, je pense aussi que ça peut être intéressant. On l'a vu que ça n'a pas d'effet négatif, ça n'a pas nécessairement d'effet plus positif qu'un split. Un split non plus n'a pas plus d'effet positif en termes de prise de masse. Je finirai en vous rappelant 2 points. Numéro 1, l'importance de l'adhérence. Tout ça, c'est bien beau, mais si tu n'adhères pas à ton plan, il n'y a rien qui va se passer. Fait que choisis un split que tu aimes, adhère-y, puis maintiens-les, que ce split-là soit un full, un split, un upper-lower, un n'importe quoi. Trouve quelque chose que tu es capable d'adhérer sur le long terme, ça va être bien mieux que essayer d'optimiser 56 variables, même si tu n'aimes pas ça au final. Et mon deuxième point, je viens juste d'en parler, c'est aussi d'individualiser la chose. Là, oui, ça dit que les deux sont égales, mais comme je disais tantôt, est-ce que Nick, pour lui, c'est pertinent de dire qu'on s'en fout? Pour moi, dans le cas à Nick, je pense pas qu'on s'en fout, qu'il pourrait faire un full body, ça serait pareil. Vu qu'on veut mettre tellement un accent sur certains groupes musculaires précis, je trouve que ça se fait vraiment moins bien avec un full body. Mais ceci n'est pas backé par la science, ceci est mon opinion personnelle. Donc, je voulais juste vous rappeler ça. Donc voilà, vous savez maintenant que full body ou split, c'est la même maudite affaire pas mal au niveau de la prise de masse musculaire. Faites juste ce que vous aimez. Et en terminant, si vous avez apprécié ce podcast, comme à l'habitude, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado. C'est tout ce que je vous demande pour savoir si le podcast vous a aidé réellement. Et nous, on se revoit comme à l'habitude la semaine prochaine, mercredi 5h. Bye tout le monde!